bienvenue dans notre magazine, premier numéro de l'année 2015. Et d'ailleurs, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons tous nos vœux. Alors, bien sûr, un magazine qui sera toujours chargé avec notre éditorialiste sur place sur le continent africain qui suit pour nous tous les événements. Il s'agit de Joseph-Antoine Bell que nous appellerons au cours de l'AFC. Mais voyons d'abord les principaux titres avant de vous présenter notre invité et nos éditorialistes qui sont en plateau. Tout d'abord, eh bien, nous parlerons de la Guinée équatoriale en pleine préparation de la CAN 2015. Vous le savez, c'est le pays hôte. Des moyens importants qui seront alloués aussi à la sélection de la Côte d'Ivoire. Les éléphants peuvent tout casser sur leur passage. Et puis le Barça, en Europe, bien sûr, interdit de recruter. Explication dans ce magazine. Notre invité, il fait la promotion de l'AS Vita Club en Europe. Il est le représentant, c'est M. Amissi Narli. Monsieur Amissi, des précisions justement, quel est votre rôle? Vous voyagez un peu partout dans les pays européens? Oui, si, je voyage un peu partout pour chercher un peu, parce que l'AS Vita Club, c'est un club, aujourd'hui, s'il faut comparer avec des clubs français, c'est comme Paris Saint-Germain, c'est comme aussi Marseille, parce qu'ils ont des supporters partout. Je suis obligé d'aller partout aussi pour voir les supporters, s'ils ont des suggestions pour l'équipe, voilà, pour qu'on essaie un peu d'améliorer. Voilà. Vous fonctionnez effectivement comme les grandes équipes européennes. Si, donc, c'est on va en parler tout à l'heure. Avec nos éditorialistes aussi, M. Saïd Afizi. Saïd. Bonsoir José, bonsoir à tous. Bonne année, Saïd. Bonne année à vous aussi, à tous les téléspectateurs. Et puis Charles Topé également. Charles, bonne année. Bonne année à toi et bonne année à tout le monde. Merci Charles. La question de l'AFC, pensez-vous justement que la Guinée sera prête pour la CAN 2015? Vous n'hésitez pas, vous nous répondez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur afc@africa24tv.com. La Guinée équatoriale en pleine effervescence à quelques jours de la CAN 2015, c'est à la une de l'AFC. Mais oui, les Équato-Guinéens qui figurent dans le groupe A de la CAN 2015, objectif aller le plus loin possible. D'abord, présentation et analyse avec Jean-Célestin Edjangué et Aminata Diak-Épée. Le Zalan national de Guinée équatoriale jouera dans une poule A des plus cohérentes avec le Burkina Faso, 58e nation au classement FIFA en 2014, 9 participations à la phase finale de la CAN et finaliste de l'épreuve en 2013. Les Panthères de Gabon avec 5 participations à la CAN et quart finaliste en 1996 et 2012. Puis le Congo qui compte 6 participations et vainqueur de cette épreuve en 1972 à Yaoundé, c'était au Cameroun, face au Mali par 3-2. C'est l'un des groupes les plus faibles, si on peut exprimer ce terme, pendant cette compétition, parce que les équipes qui la constituent ne sont pas des grosses pointures en matière de football africain. Nous avons le Burkina qui a été deuxième de la CAN 2013, mais les joueurs qui constituaient cette équipe-là, qui étaient les plus en vue aujourd'hui, ont régressé en matière de niveau. Je pense le groupe le plus expérimenté de ce groupe-là, suivi du Gabon qui avait été à la CAN 2012 mais n'y était pas en 2013. Mais ils sont revenus avec des nouveaux jeunes qui ont intégré la sélection, y compris les cadres. Et un revenant, le Congo, drivé par le sorcier blanc, et qui a pu quand même, malgré les péripéties pendant les éliminatoires, ils ont pu se qualifier. La Guinée équatoriale, 120e nation au classement FIFA 2014, aurait suivi la Coupe d'Afrique à la télévision, n'eût été le renoncement du Maroc à la dernière minute. Le Zalan national ne compte en effet aucune participation à la Grande Messe continentale en 2012, une édition qu'elle a co-organisée avec le Gabon. Et l'invité surprise, si je peux le dire ainsi, parce que c'est à la dernière vue, la délocalisation de la CAN, que cette équipe est qualifiée en tant que pays organisateur. Je mets un peu la Guinée équatoriale au-dessous des 3 autres équipes, parce qu'au moins ces équipes-là ont fait les 6 matchs des éliminatoires, ils ont pu faire quelques matchs amicaux. Donc en matière de compétition, ils sont un peu plus compétitifs que la Guinée équatoriale. Mais c'est vrai que c'est un groupe assez cohérent où il n'y a pas vraiment de stars à incontester
joueurs stars, à part peut-être Aubameyang. Les Équato-Guinéens ne sont donc jamais parvenus à obtenir leur qualification. Mais les hommes d'Andoni et Goïcochea, depuis leur réintégration au titre du pays organisateur le 14 novembre dernier, sont décidés à faire de la CAN 2015 une grande fête du ballon rond à l'échelle continentale, soutenue par près de 700 000 spectateurs qui composent la population de ce pays d'Afrique centrale. La CAN 2015 se déroulera du 17 janvier au 8 février en Guinée équatoriale. Voilà, nous y reviendrons bien sûr sur l'entraîneur Goïcochea qui a été limogé, qui a été remercié parce que son contrat n'a pas été renouvelé. Alors, monsieur Namissi Narli, parmi toutes ces équipes qui sont qualifiées, laquelle qui vous ferait le plus peur comme adversaire pour la RDC? Pour la RDC, bon, apparemment, moi, je trouve qu'on n'a pas peur parce que c'est une jeune équipe déjà, qui n'ont pas une pression derrière. Ils vont jouer sans pression. Et je vois qu'il n'y a aucune équipe qui peut faire peur à l'équipe congolaise. D'accord, nous y reviendrons tout à l'heure en deuxième partie pour parler de cette nation, cette grande nation du football. Alors, mon cher Saïd, nous avons parlé de la Guinée équatoriale. Alors, justement, quelles sont les chances de la Guinée dans ce groupe avec, bien entendu, le Congo, il y a le Burkina Faso, mais aussi le Gabon, trois grosses nations du football africain. Si on met de côté le contexte africain, la Guinée équatoriale a très peu de chances de s'en sortir dans ce groupe-là. Même avec un changement d'entraîneur qui vient de s'opérer ? Surtout avec un changement d'entraîneur, le temps que l'entraîneur reprenne ses marques, qu'il connaisse les joueurs, qu'il mette en place son équipe, qu'il fasse des stratégies individualisées, etc. Ça va prendre un certain nombre de temps. Mais le contexte africain, on le connaît. On sait que quand on est pays organisateur, ça déculpe les chances de réussite. Donc quand on voit que la plupart des équipes qui gagnent la Coupe d'Afrique sont le pays organisateur, on peut se rendre compte que ça peut leur donner derrière, avec la ferveur populaire, le soutien de tout un peuple, ça peut leur donner la force peut-être de sortir de cette poule-là. Mais si on reste sur le niveau intrinsèque des joueurs face aux différents pays qui forment ce groupe-là, ça va être très compliqué pour la Guinée équatoriale de s'en sortir. La Guinée équatoriale, par contre, est très réputée en football féminin. Et là, football masculin, c'est un peu moins le cas. Oui. Alors, Charles, changement d'entraîneur, changement de président aussi en Guinée équatoriale, c'est en quelque sorte pour rebooster le football du Zalang national. Vous qui êtes un technicien du football, c'est un peu juste pour trouver une harmonie au sein de la sélection? Je pense que c'est un peu juste parce qu'ils sont à quelques jours donc, de la CAN et on décide de changer à la tête donc, de l'équipe le président et en même temps le sélectionneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que celui qui va venir est obligé de refaire le travail, en profondeur et essayer de fédérer encore tous les joueurs qui vont sélectionner autour de leur projet. Ça va prendre du temps, mais je crois que ce n'est pas le bon moment. À mon avis, ce n'est pas le bon moment donc, de changer le président et le sélectionneur. Donc, ça va être difficile pour la Guinée équatoriale quand même de retrouver de la stabilité. Oui, on parle de Stéphane Keshi justement, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore la confirmation. Et puis, autre sujet, avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, la Fédération équato-guinéenne, justement, a décidé de se séparer de l'ancien président de sa fédération pour le Guégui Foot. L'objectif, avec bien sûr le nouveau président, Andrés Jorge Bomio, est de relever justement le niveau de la sélection. Alors, je vous propose de suivre ce reportage de Léopoldo Enemé sur place. Georges Andrés Mbomio, nouveau président de la Fédération équato-guinéenne de football. L'élection du nouveau président de la FEGI Foot a eu lieu ce dimanche après-midi en présence des délégués de la FIFA. Une élection qui intervient après une crise de 20 mois dans la famille du football équato-guinéen. En fonction des instructions qu'on va recevoir, on va programmer urgentement une actuation pour permettre que la sélection de la Guinée équatoriale puisse représenter la Guinée équatoriale dans les conditions au niveau de la CAN qui va se dérouler bientôt. À partir d'aujourd'hui, on va préparer une gestion de la fédération de façon que toutes les recettes, tous les revenus de la fédération soient administrés de façon responsable. Le président sortant Domingo Mitiu Ezang revendique un bilan positif à la tête de la FEGI Foot. Il déplore néanmoins l'immixtion du politique dans ces élections. Je voulais qu'il faut perdre avec l'honneur et gagner avec l'honneur. Mais toutes les manipulations qui sont faites, je ne vais pas accepter, mais je vais mettre
mon dossier est recours. Georges Andrés Mbomio est fonctionnaire et inspecteur de douane. Cet homme réputé rigoureux et travailleur n'est pas un inconnu du monde sportif équato-guinéen. Il a été pendant 4 ans président de la Fédération équato-guinéenne de taekwondo, puis vice-président de la FEGIFOOT en charge du football féminin. Voilà, Joseph-Antoine Bell est en ligne avec nous. Alors Joseph, première question, tout d'abord nos vœux de 2015. Ensuite, que tout se passe bien pour vous comme d'habitude, Joseph. Oui, mais merci beaucoup et tous mes vœux à vous et à tous nos téléspectateurs. Tout à fait. Et qui sont nombreux justement à nous regarder. Même à Djibouti aussi, on nous regarde. Je profite pour les saluer. Alors, Joseph, est-ce que vous pensez que c'est une décision politique, le fait d'avoir changé de président au sein de la Fédération guinéenne de football, c'est ça, équato-guinéenne? C'est une décision politique pour vous ou non? Je pense qu'il va falloir qu'on s'entende sur ce qu'on appelle décision politique. Et ce qui n'est pas politique, vous savez très bien que l'administration de la cité relève de la politique. Donc quand on dit qu'on ne veut pas de l'émission du politique dans le sport, ça ne veut pas dire que les fédérations n'appartiennent plus à leurs États et que ce serait quelque chose de, je ne sais pas, d'étranger. Le pays en question, c'est la Fédération guinéenne de football, c'est la Fédération camerounaise de football, c'est la Fédération française de football. Donc, quoi qu'on veuille, il y a un œil politique qui veut dire en fait la marche de l'ensemble du pays et cela s'agrège à l'ensemble du pays. Maintenant, ce qu'on ne veut pas, c'est que des décisions d'individus politiques et donc la volonté de ceux qui occupent des fonctions politiques viennent s'imposer et on le voit souvent quand on veut désigner un capitaine, quand on veut désigner qui tire un corner ou qui tire un penalty, on vous dit que le ministre a dit que c'est de ça qu'on ne veut pas, mais qu'il y ait le souhait d'un État d'avoir la même vision politique dans son sport, que c'est pour cela qu'il y a un ministre des Sports. Et vous pensez bien qu'une fédération est bien sous la tutelle du ministère et que la fédération ne peut pas faire autre chose que le ministère. Il y a donc une politique sportive globale et la fédération doit s'y insérer. Mais le politique ne va pas désigner, il faut telle vision et après, ensuite, je pense que les différents candidats peuvent développer leur programme et surtout leur personnalité permettre de voir s'ils sont capables de s'arrimer à la politique du pays, à la vision du pays. Oui. Alors, Joseph, est-ce que vous pensez aussi que c'est un coup dur pour l'Espagnol, l'entraîneur espagnol Goycoechea, qui a été donc remercié juste à quelques jours de cette CAN 2015 en Guinée équatoriale? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose aussi? D'abord, deux choses. Coup dur pour lui, je pense qu'il faut savoir qu'en sport, ce n'est pas les individus qui comptent, et notamment en sport collectif. Donc la situation de l'entraîneur ne nous intéresse que si elle est favorable à l'équipe. Donc c'est pas l'entraîneur qui nous intéresse, c'est l'équipe qui nous intéresse. Et donc, est-ce que de changer d'entraîneur est bénéfique à l'équipe? Si c'est oui, c'est une bonne chose. Si c'est non, c'est une mauvaise chose. Mais on ne va pas s'intéresser particulièrement au sort de l'individu en oubliant le sort de l'équipe qui est appelée à être gérée. Donc le problème, c'est de savoir si cet entraîneur-là faisait du bien à l'équipe guinéenne. Moi, je ne peux pas répondre. Je laisse les Guinéens eux-mêmes répondre. Merci, Joseph. On vous retrouve bien sûr lundi prochain sur notre antenne, comme d'habitude, dans l'FC, pour nous apporter votre éclairage sur le football africain. Monsieur Amissi Narli, c'est plutôt calme en RDC, hein? Oui, c'est calme. Il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est calme, ça va. D'accord. Ouais. Oui. Alors, Saïd, que pensez-vous de ce qui s'est passé en Guinée équatoriale, changement de président et changement d'entraîneur d'un coup, deux pierres deux coups? Ça reste les aléas malheureusement du football africain. Il n'y a que chez nous qu'on peut voir des choses comme ça. Il y a des circonstances qui ont fait que la Guinée équatoriale a hérité de la Coupe d'Afrique des Nations. Au lieu que ce soit une chose positive, qu'on continue sur la lancée avec l'ancien sélectionneur qui connaît déjà les joueurs, qui bénéficie justement de la vitrine de la Coupe d'Afrique.
que ça se passe bien. Là, malheureusement, on voit qu'il y a encore des scandales avec la fédération, avec le changement d'entraîneur, etc. Donc ça, c'est les spécificités du football africain, malheureusement. J'espère qu'ils vont quand même donner une bonne image de leur pays, que ce soit sur justement l'organisation en elle-même de la Coupe d'Afrique et aussi sur la participation de la Guinée équatoriale qui reste sur un bon résultat en amical. Là, on va le voir un peu plus tard. Une pierre deux coups, je disais, Charles, le président sortant disait que son bilan était plutôt positif. C'est gênant pour lui d'être viré comme ça. Qui croit dans cette histoire? Je pense que Joseph a bien résumé la situation tout à l'heure. Si son bilan est positif, il fallait qu'on le laisse à la tête donc de la fédération pour qu'il puisse continuer un peu son programme qu'ils ont mis en place avec le sélectionneur qu'ils ont mis en place, qui était un très bon joueur, Goï Koitea. Je pense qu'il a fait déjà un bon travail. Maintenant, la Guinée équatoriale s'est retrouvée dans cette canne parce que le Maroc ne pouvait pas l'organiser. Et on entend encore des scandales encore à ce niveau-là. Est-ce que l'équipe de la Guinée équatoriale sera prête pour relever le défi de la CAN? Ça, c'est sur ce sujet-là. Peut-être la surprise, on verra bien. Qu'on verra. Nous allons enchaîner, messieurs, avec les 3 joueurs sélectionnés pour l'obtention du meilleur joueur africain, Aubameyang. Nous allons voir en image. Enyama, Yaya Touré. Vous auriez voté pour qui Monsieur Amissi? Moi, je pense que j'aurais voté pour Yaya Touré parce qu'il est complet, je le vois complet. Mais Saïd et Charles, Saïd d'abord. Sans discussion possible, Yaya Touré, grand bonhomme, grand joueur, extraordinaire. C'est un joueur qui a montré, remontré et qui a porté justement le football africain à ce qu'on peut faire de mieux. C'est un super joueur, donc moi je suis réellement fan de ce joueur-là et je vote Yaya Touré sans réfléchir. Et M. Charles Toplé? Écoute, je vais dans le même sens que M. Afizi. C'est un joueur qui est complet, c'est un joueur qui est intelligent, c'est un joueur, je dirais même, très jovial, qui est accessible et qui n'a pas la grosse tête. À tout moment, quand on peut l'aborder, on l'aborde et il nous donne de son temps. On l'a vu sur le plateau ici, quand il est venu pour le Lion d'Or. Donc non, je vote Yaya Touré sans hésiter. Et le joueur algérien du FC Porto, Yassine Brahimi, lui a raflé 3 trophées en quelque sorte. Tout d'abord, il est pressenti aussi au Paris Saint-Germain, donc ballon d'or algérien, le trophée de la BBC, et puis meilleur joueur maghrébin. Nous allons voir aussi sa photo. Est-ce que c'est mérité? Vous le connaissez, vous, M. Amissi? Oui, je le connais en tant qu'Africain. Ouais. Mais je pense que c'est mérité, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Saïd, il ne le mérite pas pour vous? C'est pas qu'il ne le mérite pas, il le mérite. C'est un très bon joueur. Il n'a pas encore prouvé grand-chose. Maintenant, c'est un joueur qui va exploser dans les années à venir. Il a d'énormes qualités. On a beaucoup parlé de lui quand même. Hein. Voilà. Ouais. Moi, ce que je souhaite dénoncer, c'est le business qui est fait sur les remises de prix qu'il y a actuellement. Il y a des prix qui sortent un peu de nulle part. Il y a plein de prix maintenant. Il y a le prix du meilleur joueur maghrébin, meilleur joueur ci, meilleur joueur ça. Et il y a plein de prix qui sont remis aux joueurs maintenant. Il y a notamment, je voulais dénoncer, j'en profite là sur l'antenne d'Africa 24, un grand hebdomadaire qui est France Football avec une renommée extraordinaire, qui fait un super boulot, qui donne un édito à monsieur, pour pas le citer, Djelit, qui est un fan de l'équipe algérienne, qui nous fait un trophée du meilleur joueur maghrébin sur lequel on peut voter. Il faut savoir que c'est les internautes qui votent. On peut voter 1 million de fois si on le souhaite. Et qui remet systématiquement ce trophée-là aux joueurs algériens. Donc il n'est pas partial. Maintenant, il y a un joueur aussi qui s'appelle Mehdi Benatia, qui fait une superbe saison, qui a montré de belles choses avec la Roma, qui est aujourd'hui au Bayern de Munich un titulaire indiscutable. L'année dernière, il est extraordinaire avec la Roma, pareil, il sort d'une belle saison avec l'Udinese, et il le remet quand même à Islam Slimani, qui est également un joueur algérien, qui venait de s'installer au Sporting de Lisbonne. Donc tout ça, pour moi, il est jugé parti, c'est pas partial, il en profite pour régler ses comptes avec la sélection marocaine. Donc moi, je souhaitais simplement dénoncer ce système-là, qui me paraît pas réglo, et mettre ça en avant sur les antennes d'Africa 24. Merci Saïd, et puis maintenant c'est Charles qui va commenter. Yaya Touré qui s'empare pour la 2e année consécutive, nous allons le voir. Eh bien, du Lion d'Or, donc du journal Al Mutarab, de notre ami Mostafa Badri, un trophée qui lui avait été remis. Souvenez-vous, Charles, l'année dernière, vous étiez d'ailleurs sur le plateau d'Africa 24. L'opération devrait se renouveler encore. Alors, Charles, Yaya, 2e année consécutive, donc ballon, le Lion d'Or, pardon. Alors
Je crois qu'il ne l'a pas volé, il le mérite. Hein. Quand on a vu ce qu'il a fait d'abord à Chelsea, en Manchester City, et dans sa propre sélection, ce garçon mérite encore ce ballon d'or. Et nous allons voir ce lion d'or. Et nous allons voir justement le palmarès qui va défiler sur votre écran. En 2004, c'est Samuel Eto'o qui l'avait eu, Charles. Didier Drogba en 2005, 2006 et 2007. Et il y avait Mohamed Aboutrika, l'Égyptien, qui l'avait eu en 2008. Peut-être nous allons voir ces infos dans quelques instants. Samuel Eto'o, qu'il a eu en 2010, et Louketa le Mali en 2011, Didier Drogba encore en 2012, et Yaya Touré 2 fois, donc 2013 et 2014. Donc il va l'avoir de nouveau. Alors Yaya Touré, il y a 45 journalistes qui ont voté. Yaya Touré termine en tête avec 200 points, Yassine Brahimi 198 points et Mehdi Benassia, le Marocain, 127 points. Mon cher Charles. Je pense que non, les statistiques parlent déjà pour Yaya Touré. On l'a vu et il le mérite, ce lion d'or. Et je pense sincèrement que ce joueur, on a tout dit sur lui. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui est très très énorme sur un terrain pour sa sélection, aussi bien pour son équipe et pour ses partenaires aussi à tous les niveaux. Donc, pour moi, sincèrement, il le mérite. Hein, le mérite. Ok. Saïd, je vais me tourner vers vous maintenant, parce qu'il s'agit du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, qui a provoqué des vagues lors de la Coupe du Monde, sans jeu de mots, hein, parce qu'il y avait beaucoup de pluie et beaucoup d'eau sur le terrain. Et donc, est-ce que vous pensez que l'image des structures, justement au Maroc, cette image a pris un coup? Nous allons voir ce fameux stade qui était gorgé d'eau. C'est pas ça le basket, hein? Oui. Mais c'est le football, le stade que nous allons voir tout à l'heure. Alors, oui, ça, on a pris un coup parce que justement, il y a une visibilité médiatique extraordinaire avec la Coupe du Monde des clubs et le Maroc ne méritait pas ça parce qu'ils investissent énormément dans les infrastructures. C'est le pays africain qui investit le plus. Il y a le stade de Tanger, le stade d'Agadir, le stade de Marrakech qui sont quasiment tout neufs. Mais comment on peut se tromper dans la construction? Et il y a eu justement 20 millions d'euros qui ont été investis dans le stade de Rabat. C'est une piscine ou un terrain de foot, Saïd? C'est malheureusement un terrain de foot et ça a donné une très 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 mauvaise image. Et il y a des têtes qui vont sauter parce que là, effectivement, le ministre des Sports est mis de côté, M. Ouzine est mis de côté, le roi a demandé une enquête, le roi du Maroc, et ça ne va pas plaisanter. Donc, justement, les responsables vont être désignés et à partir de là, les sanctions seront prises. Parce que ça a donné effectivement une très très mauvaise image et c'était inconcevable d'accueillir le Real Madrid notamment ou d'autres clubs mondiaux sur un terrain comme celui-là. Voilà pour cette finale entre les Argentins de San Lorenzo et le Real de Madrid, le Real qui l'emporte. Fin de la première partie de l'FC qui revient juste après la pause. Nous parlerons des éléphants de Côte d'Ivoire qui vont tout casser dans le sens propre du terme, bien sûr. À tout à l'heure, restez avec nous.